Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans votre émission Justice et Promotion sur AFSI Télévision. Comme vous le savez, nous traitons les droits, la loi en général dans cette émission, et grâce à l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, qui est patronné par Maître José Yombo Tipangila, nous avons parlé de beaucoup de choses, plusieurs thématiques, et vous avez été édifiés. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice, bien que ça soit profond, par rapport aux infractions usuelles contenues dans les termes génériques Muyibi. On va savoir si ces infractions usuelles-là seraient ce qu'on traduit à Lingala, Muyibi, où il y a des nuances et des différences. Alors vous allez comprendre ça, et en tout cas, serrez vos ceintures. Maître José, bonsoir, bonjour, ça dépend. Bonjour, monsieur Clément. Alors, vous allez bien avec l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion? Oui, je vais bien. Et l'ASBEL Justice et Promotion se porte aussi bien. Voilà. Ouais. Nous avons eu quand même ces temps ici, bon, pas régulièrement, puisque tantôt vous êtes trop pris par vos clients. Et il arriverait encore très bientôt que vous voyagez, mais on va toujours se rattraper. Oui, ça fait partie du travail que nous avons choisi. En tout cas. D'accord. Alors, qu'entend-on par infraction usuelle? Infraction usuelle, c'est comme le mot le sujet. C'est en fait des infractions qui se commettent quotidiennement par presque toutes les couches de la population. Donc, c'est des infractions qui reviennent régulièrement. Quand vous allez à la police, c'est les mêmes infractions. Au parquet. Donc, ce sont des infractions les plus commises. Donc, ce sont des infractions qui sont fréquentes. On peut dire ça. C'est fréquent. On le retrouve pratiquement dans tous les postes de police. Donc, c'est devenu, des infractions usuelles au quotidien. Il ne passe pas un seul jour sans qu'on parle de ces infractions-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est très généralisé, quoi. Alors, quelles sont les infractions contenues dans les termes génériques Muyibi? Muyibi, comme on le dit à Lingala, et beaucoup d'entre nous pensons que Muyibi, c'est les vols ou quoi, mais on va savoir si malgré que les Lingala soient pauvres au sens des langages ou des langues, si on peut avoir plus de richesse dans ces termes-là. Bon, je ne dirais pas que le Lingala est pauvre, sauf que nous n'avons pas développé la science des droits dans nos langues. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que avec un seul concept, on peut couvrir 4, 5 notions. C'est ainsi que, quand on parle de Muyibi, on a l'idée de quelqu'un qui vole. Or, dans les infractions usuelles, il n'y a pas que le vol. Il y a le vol, il y a l'abus de confiance, il y a l'escroquerie. Ça, ce sont des infractions usuelles. Mais plutôt dans le concept Muyibi, on y intègre même le détournement des deniers publics. Ministre Wanaza Muyibi, DG Wanaza Muyibi. Ouais, ça se dit couramment, hein. Oui, c'est le détournement des deniers publics. Nous qualifions ça Muyibi. Donc, pour nous, les profanes, j'allais dire, pour ceux qui ne pratiquent pas cette science, n'est-ce pas? Parce que vous avez plus de 20 ans dans l'avocature. Muyibi voudrait dire vol, voleur, escroc, quelqu'un qui commet abus de confiance. Tout ça, c'est englobé dans le terme Muyibi. Est-ce que les détournements peut-ils faire partie des infractions usuelles? Non, mais il faut savoir que même si à l'époque actuelle nous parlons beaucoup de détournement des deniers publics, les autorités actuelles ont mis des mécanismes pour décourager, et le découragement passe aussi par la dénonciation. Il faut dire que le détournement des deniers publics, c'est pas une infraction usuelle qui est à la portée de tout citoyen, hein. Il faut être investi d'un certain pouvoir pour réceptionner l'argent de l'État
et l'affecter à des tâches bien précises. C'est une infraction qui est commise par des agents des services publics de l'État. C'est pas tout le monde qui peut connaître le détournement des deniers publics. Qu'entend-on par vol? Selon la loi, bien sûr. Et quel article du code pénal les punit? Le vol, selon la loi, permettez que je vous lise. Allez-y. Ce qu'on entend. Et vous lisez quoi déjà là? C'est quel document, s'il vous plaît? C'est un extrait du code pénal. D'accord. Le vol, c'est l'article 79. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. N'est-ce pas? Je continue. Pourquoi? Parce qu'on définit et on donne la peine. N'est-ce pas? Les vols commis sans violence ni menace sont punis d'une servitude pénale de 5 ans au maximum et d'une amende de 25 à 1000 francs ou d'une de ces peines seulement. Je peux revenir sur la définition du vol. La loi nous dit quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui. Donc, dans le vol, il y a une soustraction frauduleuse d'une chose qui ne vous appartient pas. Ceci peut impliquer que si vous soustrayez frauduleusement quelque chose qui vous appartient, il n'y a pas vol. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, là, il faut expliciter parce que vous êtes un peu à la hauteur. Nous voulons que vous descendiez sur terre. Il y a deux éléments dans le vol. La soustraction frauduleuse. N'est-ce pas? Et cette soustraction doit porter sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Je me fais comprendre. Ou pour illustrer, vous êtes victime d'un vol de votre véhicule. N'est-ce pas? Allez-y. Victime d'un vol, le voleur se permet d'aller changer de couleur. Mais vous vous retrouvez à un endroit où vous voyez votre véhicule, vous le reconnaissez, et les voleurs qui étaient distraits, vous permettez de voler votre véhicule. Donc, votre véhicule qui était volé, vous le volez encore. Vous le soustrayez frauduleusement de la vigilance des voleurs. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut vous poursuivre des vols? Non. Pourquoi? Vous récupérez votre véhicule. Parce que, quoi que vous ayez soustrait ce véhicule frauduleusement des mains des voleurs, ce véhicule vous appartient. Or, le vol, c'est la soustraction frauduleuse d'une chose qui ne vous appartient pas. Voilà les deux éléments. Soustraction frauduleuse et une chose qui ne vous appartient pas. En ce moment-là, il y a vol. Allez-y. Continuez la lecture. Oui. Les peines qui sont prévues ici, les peines qui sont prévues, c'est par rapport à la gravité. Donc, un vol simple, c'est fait sans menace. Ah bon? Oui. Un vol qui se fait sans menace, sans violence, vous pouvez être condamné à 5 ans au maximum, n'est-ce pas? Ou à une peine d'amende. Non, vous avez soustrait un appareil téléphonique qui ne vous appartient pas. En dehors de la restitution, l'OPJ vous dit, vous payez 50 000 francs d'amende et on vous libère. Donc, selon ce que je comprends, tous les vols ne sont pas punis
De la même manière. Pas du tout. Alors, quels seraient Pas du tout. les caractères des vols avérés ou aggravés, la caractéristique de ces vols-là? Ah, mais là, c'est important. C'est important. Il faut que je vous lise les articles qui suivent pour que vous compreniez quand est-ce que le vol devient aggravé. N'est-ce pas? L'article suivant dit ceci. C'est quel article déjà? 81. Voilà. La peine pourra être portée à 10 années de servitude pénale. La peine pourra être portée. Ce n'est plus 5 ans, ça peut devenir 10 ans. Quand? Si le vol a été commis à l'aide d'effraction. D'infraction. Effraction. Effraction. Vous avez cassé le mur et vous êtes entré. Ça devient grave. Là, c'est ce que vous appelez effraction. Effraction. Pas infraction, mais effraction. Effraction. Voilà. Si vous escaladez, le vol devient grave. Donc, vous arrivez, vous trouvez que la porte est fermée, vous escaladez les murs. Le vol devient aggravé. Quand vous ouvrez avec ce qu'on appelle clé passe-partout, ça devient aussi grave. C'est grave parce que vous avez utilisé des fausses clés. C'est un des éléments d'ailleurs. Ça devient grave. S'il a été commis la nuit dans une maison habitée ou ses dépendances. Donc, quelqu'un qui vient la nuit, qui entre chez quelqu'un pour voler, ce seul fait de venir la nuit dans une maison habitée et voler, c'est un vol aggravé. 10 ans au lieu de 5 ans. Tout ça parce qu'il dérangerait la quiétude des résidents, quoi. Non, c'est l'intention. C'est quand quelqu'un vient voler dans une maison habitée, il est prêt à tout. Ah oui. Il est différent de quelqu'un qui se cache pour qu'il vole à l'insu du propriétaire. Chipper, par exemple, de l'argent dans un sac. Oui, mais celui qui le fait parce que le propriétaire n'est pas là, n'est pas à comparer à quelqu'un qui fait un plan, qui se dit, il faut qu'il soit 1h du matin, il coupe son sommeil, il vient chez vous, tout en sachant que Clément est dans sa maison à 7h. Il dort, il escalade les murs, ou il casse la fenêtre, pour s'introduire. Il y a quand même un caractère de gravité. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas un petit voleur. Ça, c'est vrai. Hein? C'est un grand voleur. C'est pourquoi le législateur en a tenu compte. Donc, quelqu'un qui vient voler la nuit dans une maison habitée, c'est grave. Si le vol a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions, vous êtes agent de bureau, chef de bureau, chef de division, directeur. Quand vous volez dans le cadre de vos fonctions, c'est un vol grave. Ah bon? La peine double. À cause de votre qualité. Est-ce que ce que vous appelez vol au niveau de la fonction publique, c'est pas ce qu'on voit dans les détournements de certains mandataires? Non, les détournements commis faits par certains mandataires. Oui. Ces détournements-là. Le détournement a d'autres éléments. Le détournement a d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on peut voler dans la fonction publique si c'est pas les détournements? Non. Dans le détournement, il y a l'aspect affectation. Et vous détournez de l'affectation prévue pour faire autre chose. Il n'est pas nécessaire que dans le détournement, il n'est pas nécessaire dans l'infraction de détournement que ce détournement vous ait profité. Vous pouvez prendre 100 000 $ qui étaient affectés à la construction d'une route, vous affectez à la construction d'une école, sur le détournement des deniers publics. Alors là, parenthèse, il y a d'autres qui les prennent, ces 100 000 $ là, pour, donc, qui étaient affectés à la construction d'une route d'utilité publique, pour les affecter dans la construction d'une école privée en son nom. Oui, c'est un détournement parce que
l'affectation qui avait été prévue n'est pas celle-là. Mais je vous donne un exemple. Un greffier qui reçoit une consignation. En tout cas, j'aime quand vous donnez l'exemple autour de vous, au niveau de la justice, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez-y, maître. N'est-ce pas? Vous avez un collègue qui sait que vous avez reçu l'argent en tant que greffier. Il vous voit. L'argent est dans les tiroirs. Vous êtes distrait. Il vous pique cet argent. N'est-ce pas? Il vous vole, vous, son collègue. Or, il est là, dans ce bureau-là, parce qu'il est fonctionnaire de l'État. Il a volé l'argent. L'argent de l'État? Oui, mais bien sûr. Mais c'est pas de l'argent qui était affecté pour lui, pour une tâche précise. Il a juste volé. Il a juste volé. L'élément principal dans le détournement des deniers publics, c'est l'affectation des fonds. Je pense qu'il y a eu un ministre, à l'époque du président Kabila, qui avait reçu l'argent pour la construction des écoles, mais il avait affecté ça au paiement des primes ou des salaires des enseignants. Ce fut un gouverneur. On l'avait poursuivi pour détournement des deniers publics. N'est-ce pas? Je reviens sur les faits qui aggravent. En tout cas, vous allez revenir, mais question de la population. Oui. Par rapport, parce que quand vous parlez là, je me mets à la place de la population. Par rapport à ce qu'on voit au niveau de la gestion publique, quand l'IGF, par exemple, donne un rapport que tel ministre ou tel mandataire aurait détourné. Donc, excusez-moi, il se base sur quel fait pour signifier ça, pour tirer la sonnette d'alarme? Non, mais l'IGF fait des contrôles a priori, par exemple. Yeah. N'est-ce pas? On sait que l'argent de l'État est logé dans un compte. Le ministre programme, n'est-ce pas? Le ministre programme les dépenses. C'est un ordonnateur. Il n'y a pas un seul rond de l'État qui peut être mis à votre disposition sans affectation. C'est soit les frais de fonctionnement, soit les frais d'émission, soit des frais pour acquérir certains équipements, n'est-ce pas? Alors, l'IGF, qu'est-ce qu'il va faire? L'IGF prend les affectations. L'argent était destiné à construire des ponts. OK. Mettez à ma disposition toutes les factures qui justifient X montant. Et quand on voit ces factures, il y a achat de tracteurs, il y a achat de véhicules, il y a achat de groupes électrogènes. Il faut que vous arriviez à démontrer que l'affectation que vous en avez faite correspond à l'affectation qui avait été décrite au moment où le décaissement a eu lieu. Si on trouve que vous avez fait autre chose que ce qui a été prévu, c'est le détournement. C'est pas si compliqué. Alors, il y a une sorte de traçabilité. Mais bien sûr, l'argent de l'État, comme disait un ancien ministre, mais lui avait dit que bon à l'État pour Olian, il faut bella. Je ne sais pas, ça veut dire quoi. Bon à l'État, il faut bella avant Olian. Hein? C'est comme pour dire qu'on peut bouffer l'argent de l'État. Or, ce n'est pas ça. L'argent de l'État, c'est l'argent de la collectivité
qui doit être affecté au service d'intérêt public. Vraiment. Intérêt public prévu. Programmé. C'est ça la notion. Allez-y, maître. Alors, il y a la gravité. Dans le vol, lorsque vous venez à main armée, main armée, il ne faut pas seulement voir le fusil. Ça peut être une machette. Et... c'est une arme blanche. ouais. Ça peut être un marteau. Même un bois. Même un bois. Vous venez pour voler, mais vous avez un morceau, une planche, pour que quiconque résiste, vous l'assommiez. C'est un vol aggravé. Et on vous dit... Et quand on vous parlait, c'est un vol aggravé, est-ce qu'on peut compléter suivi des situations aggravantes? Non, mais entouré des circonstances aggravantes. Aggravantes, ouais. Oui, oui. Il y a des circonstances qui aggravent le vol. N'est-ce pas? Quand vous prenez une arme, parfois on précise arme à feu, arme blanche, mais le vol à main armée est puni de mort. Ah bon? Oui. Article 81 bis du Code pénal. Des morts. Vous êtes candidat à la mort lorsque vous allez voler avec des machettes, lorsque vous prenez des armes à feu. Est-ce que vous pouvez tuer? Oui. La peine, c'est la mort. Le vol à main armée, quand vous venez pour voler, c'est la mort qui vous attend. C'est qu'on ne voit pas souvent dans notre pays, hein. Il y a des bandits armés qui ont été arrêtés pour des mois ou des années, puis relaxés. Bon, mais ici, nous levons les principes. Voilà. Nous levons les principes. Et il faut que les gens sachent. Les voleurs doivent savoir, il fait partie de quelle catégorie de voleurs? Ceux qui peuvent écoper 5 ans ou ceux qui peuvent écoper la mort? Je m'excuse. Allez-y. N'est-ce pas? Donc, quiconque a commis un vol à l'aide de violence ou de menaces est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans. Pèse. Sinon, non, tu bombeli. Donc, rien que la menace, cela peut être puni comme ça. Non. 20 ans. Vous pouvez écoper. Ouais, on va le téléphone comme ça à la cité. Menace. Hein? Vous volez avec menace. N'est-ce pas? 5 à 20 ans et d'une amende qui peut être portée à 2000 francs ou de la première de ces peines seulement. Ici, il faut comprendre une chose. Allez-y, maître. Le législateur prévoit la peine d'emprisonnement ou la peine d'amende. Mais il prévoit aussi la peine d'emprisonnement et d'amende. Il prévoit aussi uniquement la peine d'emprisonnement, sans amende. C'est prévu. Alors, pour n'être que dans la situation de gravité, le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, est puni de mort aussi. Donc, le vol, c'est vous dire que le vol, c'est une infraction grave. Parce que le petit voleur peut devenir grand voleur. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Il peut devenir grand voleur si on ne le rééduque pas. Donc les petits voleurs, c'est déjà un grand voleur en devenir. C'est un grand voleur en devenir. Vraiment. Et s'il y a une infraction répandue, c'est le vol. Wow. À travers le monde, hein. Wow. C'est pas seulement chez nous. Donc c'est vraiment, comme on dit, en vogue. Hein. Mais oui, c'est usuel.
Ouais. N'est-ce pas? C'est usuel. Voilà. Question par rapport à ça. Est-ce que, peut-on dire que dans la maison, dans un foyer, quand l'enfant prend quelque chose dans la veste de son père, ou la femme voit que son mari ne lui donne pas l'argent de poche, alors l'homme sort et elle pique un peu, est-ce que ça sert aussi un vol? Il faut faire attention. Vous allez dans des choses un peu compliquées. Voilà. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, votre argent appartient aussi à votre épouse. Vraiment. N'est-ce pas? Alors, si vous lâchez difficilement, et qu'elle se permette aussi de se servir à la source, De soustraire un peu. de soustraire, ça reste tout simplement moral. Moral entre vous. C'est la moralité. Et l'enfant aussi, ça serait pareil. Non, l'enfant, c'est pas la même chose. Ah. Et l'enfant, s'il n'est pas mineur, il commet un vol au vrai sens du terme. Waouh. C'est terrible. Oui, l'enfant est un enfant majeur qui vole son père, commet une infraction. Je ris parce que, une anecdote, si je peux dire ça, mais je cite pas les noms de ces premiers ministres-là. Il y en a ces premiers ministres qui étaient entrés d'emmagasiner, excusez-moi, permettez l'expression emmagasiner, d'amasser l'argent de l'État chez lui à la maison, et son fils lui vole tout un sac là, hein, si pas une sorte de valise. Alors l'enfant saute et il est en train de sortir, disons, il avait jeté plusieurs sacs, il sort peut-être par la porte, papa voit ça et il crie aux gardes: on m'a volé, on m'a volé. Oui, c'est le voleur volé. En Voilà. fait, entre guillemets, oui. Alors maître, Oui. par rapport à l'abus de confiance, qu'est-ce qu'on peut appeler l'abus de confiance? Abus de confiance. L'abus de confiance est différent du vol, même si c'est le même terme, mouyibi. Ah bon? Oui. Je vais vous lire. Je sais que c'est un peu trop technique. Ouais. Mais Vous allez nous aider à faire des exemples, parce que D'accord. c'est technique en tout cas. Quiconque a frauduleusement, soit détourné, soit dissipé, au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui lui avait été remis à la condition de les rendre, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans, et d'une amende dont le montant ne dépasse pas 1000 francs ou d'une de ces peines seulement. Soyez explicite, hein. Oui, la loi est explicite, mais il faut que je rende l'explication un peu plus pratique. Avec des illustrations. Dans l'abus de confiance, au départ, il y a un contrat. Un contrat. Un contrat qui s'est fait. Et en exécution de ce contrat, des biens peuvent vous être remis. Et ces biens qui vous sont remis doivent être restitués. C'est-à-dire que la possession que vous avez, c'est une possession précaire. Ce n'est pas une propriété. Non, momentané. C'est pas une propriété. Temporaire. Je vous donne les cas. Votre véhicule tombe en panne et vous trouvez un mécanicien, un garagiste, à qui vous remettez le véhicule pour réparer. Ça passe quelques jours là-bas. Le contrat que vous avez signé avec votre mécanicien, c'est celui de vous réparer le véhicule contre paiement. Mais le jour où vous allez pour récupérer le véhicule, on ne retrouve plus le véhicule. Le monsieur a vendu. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il avait une détention, une possession précaire qui ne faisait pas de lui propriétaire. Alors, lorsque vous dissipez l'objet que vous auriez dû retourner,
vous commettez un abus de confiance. Quelqu'un vous prête une bêche. Le prêt, c'est un contrat. Pour aller curer votre caniveau, vous commencez à demander la bêche. Il ne l'a pas. Il a peut-être pris cette bêche. Il a donné à quelqu'un d'autre. Il a donné à quelqu'un d'autre. Et la bêche est dissipée. Il commet un abus de confiance. Un menuisier à qui vous avez remis des chaises pour réparer et qui se permet de les vendre, c'est-à-dire qui avait un contrat de réparation, les chaises devaient être retournées parce que c'est pas des chaises que vous avez données au menuisier. Au moment où il faut retourner, on ne les voit pas. Ah là, je vais foncer avec une question. Parlons de ces menuisiers-là, qui dit qu'écoutez, il y avait une grosse pluie là, avec des orages, et ça fait tomber mon atelier. Alors, ça a bousillé les chaises. Je suis dans l'incapacité de réparer ces faits. Là, ça serait quoi? Non, bon, écoutez, les cas de force majeure, on connaît la suite. Ouais. Nul ne peut être tenu, lorsque il y a eu inondation, lorsque il y a eu tempête et que les choses se sont abîmées du fait d'un cas de force majeure, on ne peut pas retenir une infraction pour ça. Mais regardez, lorsque on vous donne de l'argent pour garder, Ouais. c'est un contrat de dépôt. Comme dans une Monsieur banque, Clément. comme dans une microfinance. Oui. Voudriez-vous garder pour moi ce 5 000 $? Bois qui C'est un sa carte. dépôt. C'est un dépôt. Bois que sa carte, c'est un dépôt. Le jour où je viens pour prendre cet argent, Selon les délais convenus. je viens pour prendre cet argent. Il n'y a pas d'argent. Vous commettez l'abus de confiance. Maître José, s'il vous plaît, vous allez continuer. Mais quelqu'un peut vous dire, écoutez, bah, pourquoi aller en gros? Non, c'est pas vrai. Et pourquoi aller mbongo, il mange tout. Il faut qu'il y ait des preuves, quand même. Mais montrez. Attention, parce que vous risquez toujours d'être responsable. Même si vous n'êtes pas pénalement responsable, vous devenez civilement responsable. Et expliquez ça pour qu'on comprenne. Dans le caractère civil, dans l'exemple que vous donnez, il se fait par exemple que c'était des briques de dollars et que une souris est venue manger. Toute une rangée de briques. Oui. En ce moment-là, vous allez montrer Après. comment la souris a mangé. Donc, vous n'avez pas dissipé par mauvaise foi. Une souris a mangé. Alors, comme dans l'infraction d'abus de confiance, il y a l'intention frauduleuse. Là, il n'y a pas eu votre intention frauduleuse. Indépendamment Indépendamment de votre de bonne votre volonté. L'infraction tombe. Et quand l'infraction tombe, vous êtes tout de même redevable. Oh. C'est ça le civil. Vous êtes civilement responsable. Pourquoi? Parce que quand vous acceptez De le garder. contrat de dépôt, vous avez l'obligation de bien garder. Là, on vous accorde un délai pour commencer à remettre. Non, on peut ou ne pas vous accorder. Vous devez tout faire pour rembourser. Ah bon? N'est-ce pas? Mais si vous êtes nanti, vous avez l'obligation de restituer. Mais la chose est différente. Je viens avec des billets de 100 $. C'est 50 000 $ que je fais consigner chez vous en billets de 100 $. Quand j'arrive, vous me sortez des billets de 20 $. Même montant.
La dispute éclate. Non, écoute, ça, c'est une grande masse. Moi, j'avais donné... Au cambiste pour... Non, j'avais donné des billets de 100. Vous devriez me restituer mes billets de 100. Oui, c'est lui qui a gardé pour dire que j'ai donné au cambiste pour avoir des billets de 20. Non, mais moi, j'avais le dépôt. Le dépôt. A été constaté avec les billets de 100. Voilà. J'ai donné mes billets de 100. La dispute peut éclater. En cette matière-là, il n'y a pas d'infraction. Ah bon? C'est pas une infraction. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est ce qu'on dit de biens fongibles. On peut les interchanger. Mais attention, quand on les interchange des dollars en francs, il y a attention, ça, ce n'est pas l'interchangement. Uh-huh. La fongibilité de biens, c'est-à-dire que c'était des billets de 100. Ouais. Vous pouvez donner des billets de 50, de 10, pourvu que le montant soit le même. Pourvu que la monnaie soit la même. Voilà. Mais ça ne veut pas dire aller vendre les dollars pour prendre. Ça, c'est autre chose. Là, vous avez dissipé. Là, vous avez dissipé. Il y a un problème, il y a infraction. Il y a un problème. Alors, les non-paiements d'un loyer ou d'une dette quelconque au délai peut constituer aussi un abus de confiance. Ça, je vous dis que c'est un problème très sérieux au niveau de la police. Au niveau de la police. Donc, quand je vois la police, pour la plupart. Quand je vois la police, je vois la porte du parquet quelque part, hein. Bien sûr, mais au parquet, les choses se passent mieux en termes de science. Vous voyez la loi telle que nous la lisons là. Au parquet, c'est des magistrats qui sont formés pour ça. Mais dans nos SIAT, la formation des OPJ n'est pas une évidence. C'est pas une évidence. C'est ainsi que l'abus de confiance est compris dans son sens littéral. Littéral et non littéraire. Non, c'est-à-dire pas dans son sens scientifique. N'est-ce pas? Olobaki okofuta les 10. Mutoa sali au confiance. Si on les note aux les 20. Ou on sali abus de confiance. Voilà le raisonnement que nous trouvons à la police. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Non. Ce n'est pas un abus de confiance si la dette est purement civile. Vous m'aviez donné de l'argent. Vous m'aviez prêté de l'argent, c'est ça le terme. Quand vous me prêtez l'argent, c'est pour que je fasse quoi? Que je bouffe? Que j'utilise? Que je dissipe? Et échéance arrivée, je vais vous rembourser votre argent. Il n'y a pas infraction. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on vous a prêté devient votre argent. Mais le problème, c'est quand à l'échéance, vous ne remboursez pas mon argent. Oui, ce n'est pas un abus de confiance au sens d'infraction. Supposons que je sois votre bailleur, vous n'arrivez pas à payer à temps, même le temps des grâces, les délais des grâces. Ce n'est pas une infraction. C'est quoi alors? On vous a défini ce que c'est qu'un abus de confiance. Il faut qu'il y ait à la base un contrat. Il faut qu'il y ait des effets. Mais à la base, il y a un contrat entre les locataires et les bailleurs. Il y a les immédiats aussi. Mais dans le contrat de bail, quel est l'objet, quelle est la valeur que vous remettez au locataire pour qu'il vous restitue? La garantie. Non, la garantie, c'est vous qui la recevez. Justement, le bailleur qui reçoit la garantie locative en dépôt et qui n'est pas à mesure de la restituer au moment où le locataire doit sortir, commet un abus de confiance. Ah, c'est lui qui commet l'abus de confiance. C'est vous, le bailleur, qui commettez l'abus de confiance parce qu'il y avait de l'argent en dépôt, consigné. Il ne devait pas être bouffé. Très bien. Et vous, bailleur, lorsque vous vous permettez de toucher à la garantie locative, il touche souvent ici à Kinshasa. C'est un abus de confiance si vous n'êtes pas à mesure de restituer au moment X. Vous revenez quand j'aurai notre locataire. Mais moi je voyage, je vais faire quoi alors? C'est déjà un abus de confiance. Moi je voyage dans des jours. Mais par contre, lorsque le locataire vous dit que je paye le 30,
et qui ne paye pas, quelle est cette marchandise, quel est ce bien dont le locataire a pris possession à titre précaire pour qu'il vous restitue? Au contraire, vous avez sa garantie. Vous devez être Donc, à l'aise. dans l'infraction d'abus de confiance, retenez deux choses. Il y a un contrat en vertu duquel un bien vous est transféré. Possession précaire, pas propriété. Possession précaire. Et le moment venu, vous restituez. Mais quand vous ne restituez pas, abus Abus de de confiance. confiance. Mais le fait de ne pas respecter la date de paiement, Voir la date C'est- des ce n'est- délais de c'est- grâce. ce n'est pas un abus de confiance. Parce que dans l'abus de confiance, il faut ces deux éléments-là. Contrat, détention précaire, possession précaire, Mais maître, restitution. quelqu'un qui fait 3 mois sans payer la maison d'autrui, est-ce qu'on va supporter ça? Non, on va pas supporter. La loi prévoit le mécanisme de son expulsion hors de votre maison. Quoi que ce soit pas toujours l'abus de confiance. Non, mais c'est pas un abus de confiance. On appellerait ça quoi à peu près? C'est une mauvaise exécution du contrat de bail. Vraiment. Est-ce que l'escroquerie interviendrait quelque part dans ce que vous êtes en train d'expliciter par rapport à ces termes génériques mouibi ou vol en général? Oui, l'escroquerie, c'est une autre infraction. Je me souviens même d'une chanson d'un grand musicien qui est déjà décédé. Il a dit escroquerie et mouibi. Voilà. Et ils sont restés avec ça comme ça. Voilà, escroquerie, mouyibi. Vol, mouyibi. Abus de confiance, mouyibi. Détournement de deniers publics, mouyibi. L'escroquerie, c'est aussi autre chose. Ce n'est ni le vol, Ah bon? ni l'abus de confiance, ni le détournement. Je vais vous lire. Allez-y, maître. Quiconque, c'est l'article 98 du Code pénal. Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, l'escroc vise un bien. Mais comment ce bien vient chez lui? Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'est fait remettre ou délivrer des fonds, l'argent, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités. On vous dit, il y a Monsieur Albert Nsoni qui viendra prendre le colis que je vous ai envoyé. Non, il y avait un petit malin à côté qui a suivi la conversation téléphonique. Avant que le véritable Albert Nsoni n'arrive, lui, il vient, il vous dit, bonjour monsieur, ah, c'est moi Albert Nsoni, vous avez parlé avec monsieur X ce matin, c'est pour que vous me remettiez le colis qui vous a... Ah, c'est Nsoni, c'est vous. Ah oui, oui, oui. Vous entrez dans la maison, vous donnez. Vous donnez les colis. Faux nom. N'est-ce pas? Pour que ce bien lui soit remis, il a utilisé un faux nom. C'est l'escroquerie. Donc, ils ont usurpé l'identité. Oui. Mais l'escroc procède de plusieurs manières. Allez-y. Le législateur a tout prévu. Faux nom. Fausse qualité. OK? Fausse qualité. Soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence des fausses entreprises. L'existence des fausses entreprises. Des choses fictives. Des choses fictives. Vous êtes en train de chercher une maison à louer. On vous dit que cette maison-là est à louer. Quand vous y allez, soit pour visiter, vous trouvez un monsieur torse nu,
sur une chaise longue, n'est-ce pas? Le commissionnaire vous amène, il vous dit, bon, c'est lui le propriétaire. Ah, papa, tout ça. D'accord, oui. C'est une maison que j'ai mise en location, tout ça. Vous regardez le monsieur, torse nu, sur une chaise longue, vous vous dites, oui. Bon, j'ai rencontré le propriétaire de la maison. Or, et le commissionnaire, et le monsieur, personne n'était propriétaire de la maison. Fausse entreprise. N'est-ce pas? Ils sont là, fausse qualité, j'allais dire, ils sont là pour faire croire que c'est eux les propriétaires. Et vous sortez l'argent. Lorsque vous voulez venir occuper, vous trouvez le véritable propriétaire. Papa, Nignao. Ça arrive souvent. Non, mais j'ai donné l'argent au propriétaire. Non, le propriétaire, c'est moi. J'étais en voyage. Je suis arrivé hier. Qui a pris de l'argent? Non, mais il y avait un monsieur que j'ai trouvé torse nu ici. Voilà l'escroc. Ah bon? C'est ça l'escroc? C'est ça l'escroquerie. Wow. Mais alors, des entreprises imaginaires, événements chimériques. Vous venez à l'église. Le pasteur vous dit, il y a des choses graves qui vont vous frapper. Mais il faut donner $4,000. Je vais m'arranger pour que cela n'arrive pas. Dans ta foi candide, tu trembles et puis tu donnes. Tu dis, mais vraiment les malheurs, mais poursuis comme ça. Non. En tout cas, il faut que je donne les $4,000. C'est l'escroquerie. Wow. C'est ce qu'on appelle manquioni. C'est l'escroquerie. Les manquionistes. Les pasteurs manquionistes. N'est-ce pas? Ils donnent des fausses prophéties. Oui. Quelqu'un vient. Il vous emballe dans un projet faramineux. Un projet faramineux. Ou vous croyez que vous allez trop gagner. Ou vous pensez vraiment que oui. J'ai gagné. Mais au finish, c'est fictif. Vous voyez les méthodes. Comment, au sein de l'infraction d'escroquerie, les choses se passent. Juste une parenthèse, comme on tend vers la fin de l'émission, je veux savoir, est-ce que quand l'homme tombe avec la femme de son ami, ça serait de l'escroquerie ou non, pas? attention. Ah, escroquer-moi, c'est Non, s'il vous plaît. Non, on aide aussi les personnes lambda à comprendre. Oui, il n'y a pas. Joanna escroquer, moi, aussi. Maître, vous êtes devant la population, la masse populaire. Vous n'êtes pas seulement devant Clément Kingombe, s'il vous plaît. Ces infractions sont des atteintes à la propriété. La femme n'est pas votre propriété. Bien qu'Angala, on dit, moi, c'est la propriété dans la privée. C'est faux et archi faux. L'ingala facile. Et la propriété a 3 attributs. Allez-y. L'usage. L'usage. Vous pouvez utiliser votre bien. Ce micro-là, s'il vous appartient, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez besoin d'argent, vous pouvez le faire louer. La fructification. Même les ventes. Attendez. Nous y allons, c'est différent. La fructification, c'est-à-dire que vous avez toujours votre micro, c'est votre micro, et vous le faites louer, ça vous génère. C'est ça l'usufruit. Utiliser et fructifier. N'est-ce pas? Mais il y a un 3e attribut. L'aliénation. C'est la vente. Donc vous cédez. Mais la femme n'a rien de tel. De ces attributs qui reviennent à la propriété. On peut parler d'abus aussi de ma femme. Il a abusé de ma femme. Ah, mais oui. Il a séduit ma femme. Oui. Mais c'est pas dans le sens à escroquer moi sinangai. Ça n'a pas de sens. Parce que ces infractions sont en fait des infractions
qui visent les biens matériels. Très bien. Très bien. C'est des clair, Maître atteintes, José. c'est des atteintes à la propriété. C'est clair, Maître José. Vous allez terminer là parce que on va juste avoir un éclaircissement pour conclure. Vous comprendrez que l'escroc va faire valoir un pouvoir ou un crédit imaginaire pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. Et l'escroc est puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende dont le montant ne dépasse pas 2000 francs. Bon, écoutez, ça peut être revu. Alors, vraiment, c'est là où on va finir. Permettez réalisation. Je sais qu'on est à la fin. Quelque chose qui se dit souvent. Faux et usage des faux. Cette expression-là, vous pouvez expliquer ça en une minute? Bon, faux et usage de faux, c'est une infraction. Le faux commis en écriture. C'est une altération de la vérité dans un écrit. Le certificat d'enregistrement que papa a laissé est au nom de papa. Vous permettez de prendre cet original, vous grattez, et comme vous avez presque le même nom que papa, vous ajoutez, ça devient votre nom. Vous achetez votre poste, non pas. Vous avez altéré la vérité dans un écrit. C'est ça le faux commis en écriture. Son usage, c'est lorsque vous le prenez, vous allez hypothéquer à la banque pour avoir l'argent. Vous avez commis 2 infractions. Ou bien montrer ça pour vendre la maison. Voilà. C'est ça l'usage. Le faux et son usage. C'est 2 infractions différentes. Parce que vous pouvez commettre le faux et ne pas utiliser le faux document. Tout comme celui qui utilise le faux document n'est pas celui qui a commis le faux. Donc le faux commis en écriture, c'est une altération de la vérité en vue d'obtenir des avantages. La matière est riche. Il y a quelque chose qui me fait tiquer. C'est qu'on appellerait, parce qu'on parle des vols, receller ou quoi. Oui, le recel, c'est une infraction. Ce que vous dites communément, ramasser, c'est pas voler. C'est un sel frauduleux. Ah bon? C'est un sel frauduleux. On ramasse l'argent dans un endroit public? Oui! Vous avez l'obligation de prendre cet argent et d'aller donner à un officier. Pour qu'il bouffe ça? Non, pas pour qu'il bouffe. D'autres boufferaient. Mais ça peut aller au trésor, c'est pas à vous. Le sel frauduleux, c'est cette infraction où vous dites ramasser, ce n'est pas voler. Mais le législateur, pourquoi il a légiféré dans ce sens? C'est pour sauvegarder l'ordre public. N'avez-vous jamais ressenti de la joie lorsque vous faites tomber quelque chose et quelqu'un vous le ramasse et vient vous le restituer? N'est-ce pas? C'est très beau, c'est très beau. Ramasser, c'est voler. Pas dans le sens du vol tel que nous venons de le définir, mais c'est une soustraction de biens qui ne vous appartiennent pas. Quand vous ne remettez pas, hein? Maître José, j'ai le sel frauduleux. Vous avez ramasser, c'est un sel frauduleux. Vous êtes peut-être un prêtre raté, hein? Alors, vous avez manqué d'être prêtre parce que vous êtes trop logique, hein? Ah, il n'y a que les prêtres qui sont logiques. Ou un pasteur raté, hein? Bon, c'est de la matière des droits, ça vous comprenez? Maître José a donné des preuves en écriture quand il lit les codes pénals et avec son expertise, nous comprenons beaucoup de choses. Si il reste certaines situations en suspense, on va l'aborder prochainement parce que la matière est tellement riche. Maître José, merci beaucoup. Merci, Monsieur Clément. Merci. À la prochaine opportunité. Bonsoir. Restez fidèles sur Absi TV.